Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour notre 270e briefing éclairage sur l'actualité en Russie, qui sera, comme vous le savez, notre dernier briefing de l'été, sauf bien sûr s'il y avait des actualités extraordinaires qui nous obligent à reprendre la parole. Et voilà, nous se retrouverons les moyens, bien entendu, de vous en prévenir et de faire en sorte qu'on puisse faire un briefing impromptu. Voilà, alors aujourd'hui, dernier briefing qui va être assez complet. On va avoir nos deux experts avec la palette complète euh, aujourd'hui. Donc on aura à la fois Arnaud qui va commencer, qui va nous parler donc d'économie, de politique intérieure. Et puis ensuite, comme toujours, Igor prendra la suite pour nous donner les derniers développements à l'international et notamment sur les négociations, s'il y en a eu, entre la Russie et l'Ukraine ou d'autres événements, des coups de fil de Trump-Poutine, allons savoir, ou des choses comme ça. Voilà, donc sans plus tarder, commençons. Arnaud, que s'est-il passé en Russie? Y a-t-il eu de nombreuses arrestations? Est-ce qu'il y a des choses diverses comme ça? Dis-nous tout. Merci, Président. Bonjour à tous. Oui, une actualité assez dense aujourd'hui, tant dans le domaine de l'économie que de celui de la politique intérieure, qui effectivement, de façon assez récurrente, inclut une forte chronique judiciaire. Quelques mots pour commencer du budget fédéral, puisqu'on a les chiffres définitifs pour le premier semestre. Il a été exécuté qu'un déficit de 1,7%. Que faut-il en retenir par ailleurs? Que les recettes ont augmenté de 2,8%, que les dépenses ont augmenté de 20,2% par rapport, encore une fois, à la même période de 2024, et que les recettes tirées du secteur des hydrocarbures ont sensiblement reculé de près de 17%, et qu'elles ne représentent, et c'est exactement ce qui était prévu, que 27% des rentrées fiscales. Donc 1,7% de déficit, des recettes tirées des hydrocarbures qui sont à 27% du total et des décaissements assez importants au cours du premier semestre. Une prise de parole de M. Alexandre Chokhin, que certains d'entre vous connaissent, c'est le patron du RSPP, l'équivalent russe du MEDEF, le grand patronat. Eh bien, il a estimé possible une baisse du taux directeur de la Banque centrale à 18% d'ici la fin de l'été, puis à 15 voire 13% d'ici la fin de l'année. Je rappelle qu'aujourd'hui, le taux directeur de la Banque de Russie est à 20% et que les directeurs de la banque doivent se réunir à la fin du mois pour statuer, entre autres, sur ce sujet. Quelques mots de la vie des entreprises russes avec Sber, ex-Sberbank, la plus grande banque du pays, qui est un établissement public, comme vous le savez. Eh bien, il a dégagé un bénéfice net de 826 milliards de roubles, c'est-à-dire près de 9 milliards d'euros au premier semestre. Le secteur bancaire avait dégagé de très gros bénéfices l'année dernière. Il anticipait un léger tassement cette année. À l'évidence, il se porte encore plutôt bien. Euh, D'autres chiffres, en revanche, sont moins positifs, que ce soit pour la population ou pour d'autres secteurs de l'économie. Un premier, une confirmation, en réalité. La production de prêts immobiliers, de prêts hypothécaires, a reculé de 47% en glissement annuel au premier semestre, pour une raison très simple que j'évoquais la semaine dernière, c'est que le taux moyen est de 25%. Et à 25%, peu de personnes empruntent. Enfin, ceci dit, il y a quand même encore des gens qui empruntent à 25%, parce qu'on n'est pas à on est sur une réduction de 47% et non pas de 100%. Les ventes de voitures particulières qui se sont établies à 90 000 unités en juin, cela représente un recul de 1,2% par rapport au mois de mai et de 27% par rapport au mois de juin 2024. On a beaucoup parlé en Russie, mais peut-être aussi dans la presse occidentale, des attaques de drones ukrainiens ces derniers jours contre la région de Moscou, également de Saint-Pétersbourg, et des perturbations du trafic aérien. Eh bien, le quotidien Commerçant a évalué les pertes du secteur aérien russe à la suite de ces attaques
de ces derniers jours, environ 200 millions d'euros. Je rappelle que 485 vols avaient été annulés, 2000 reportés, tandis que les compagnies russes devaient rembourser près de 43 000 billets à leurs passagers. Un élément plutôt sociétal, mais c'est politique aussi en réalité. 59% des Russes se disent opposés à un éventuel impôt sur l'oisiveté. Je rappelle qu'entre 61 et 91, les personnes ne travaillant pas pendant plus de 4 mois par an pouvaient être poursuivies au pénal. Et vous savez tous que ce fut notamment le cas de Iosif Brodsky, prix Nobel de littérature en 1987. C'est une idée qui circule, qu'on entend voilà, de temps en temps à Moscou. Les Russes n'y semblent pas favorables. Euh, le sujet récurrent, il a trouvé une nouvelle illustration cette semaine, c'est celui des déprivatisations, renationalisations. J'avais parlé ici même du cas de M. Stroukov, le vice-président de l'Assemblée régionale de Tcheliabinsk et surtout principal actionnaire d'une grande compagnie aurifère de Russie qui a vu son principal actif confisqué par l'État. Il a d'ailleurs été dans l'intervalle également interpellé. Eh bien, on y voit un peu plus clair. On a une vision un peu plus complète grâce à un cabinet d'avocats russes qui a donné un chiffre assez étonnant sur l'ampleur du phénomène. Et il l'évalue à 3 900 milliards de roubles, c'est-à-dire 43 milliards d'euros au taux actuel, soit près de 2% du PIB du pays, ou l'équivalent d'un mois de dépenses du budget fédéral. Donc ce phénomène, dont s'émeut le RSPP depuis déjà plus de 2 ans, est un phénomène qui ne peut plus être considéré comme un phénomène marginal, surtout en région. On a parlé de Tcheliabinsk à l'instant. Sachez qu'à Tcheliabinsk, avant cette affaire-là, il y a eu une autre grande affaire relative à la principale usine de fabrication de pâtes alimentaires qui appartenait à l'ancien gouverneur. Donc localement, beaucoup d'actifs changent de main. En tout cas, ça peut prendre des proportions très significatives. Et encore une fois, la région de Tcheliabinsk, c'est une région qui compte, qui pèse relativement lourd lorsqu'on regarde la carte géoéconomique de la Russie. Je rappelle que jusqu'à présent, Vladimir Poutine a toujours botté en touche en estimant qu'il n'y avait pas de phénomène de renationalisation, qu'il n'y avait que des cas particuliers, mais ces cas particuliers deviennent nombreux et significatif en termes statistiques. Et j'en viens maintenant à la politique intérieure avec le 19e congrès du Parti communiste de la Fédération de Russie qui s'est tenu le 9 juillet. Son dirigeant, Gennady Zyuganov, qui est en poste depuis 93 et qui est âgé de 81 ans, a été reconduit dans ses fonctions. L'autre fait marquant de ce congrès, c'est le vote d'une résolution euh, euh, qui condamne le rapport Khrouchtchev de 1956, le fameux rapport Khrouchtchev adopté au 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, qui condamnait le stalinisme, le culte de la personnalité et les crimes de l'ancien dirigeant de l'URSS. Eh bien, le Parti communiste de la Fédération de Russie aujourd'hui, revient sur finalement le rapport Khrouchtchev, qu'il estime erroné, je cite, et politiquement biaisé. Et le Parti communiste de M. Zyuganov défend le rétablissement de la pleine justice historique par rapport à Joseph Staline. Donc, on voit une tendance à la restalinisation du Parti communiste. En réalité, il n'y a jamais eu de déstalinisation dans le parti de Zyuganov, mais là, ça devient visible et officiel. L'autre événement significatif de ce congrès, c'est le fait que M. Sergei Kirilenko, qui, vous le savez, est l'un des vice-présidents enfin, un des numéros 2 de l'administration présidentielle, en charge spécifiquement de la politique intérieure, eh bien, M. Kirilenko est venu prononcer une allocution au congrès du Parti communiste. Quoi d'autre dans l'actualité politique et sociétale de la Russie ces derniers jours? L'agence Rosfin Monitoring, qui est le service secret financier de la Russie,
service de renseignement financier, a publié les chiffres relatifs au nombre d'adolescents figurant sur la liste des terroristes. Il y en a 157, 155. Donc 155 jeunes, voire très jeunes, qui ont été placés sur ces listes par l'agence russe de renseignement financier, souvent pour voilà, des financements de diverses entités interdites sur le territoire de la fédération. Une chronique judiciaire assez, assez chargée et assez bien distribuée entre les anciens militaires, les opposants. Par exemple, monsieur Arslanov, qui a longtemps été numéro 2 de l'état-major général des forces armées de la Russie, en charge des communications. Il a été condamné à 17 années de détention pour détournement de fonds. Dans le même registre, monsieur Strigounov, ex-numéro 2 de la garde nationale, Rosgvardia, a été incarcéré à Moscou dans le cadre d'une enquête pour corruption et abus de pouvoir. J'allais dire en face, monsieur Kissiev, qui a dirigé euh, l'éphémère et avortée campagne présidentielle de monsieur Nadezhdin en 2024, eh bien, il a été privé de sa nationalité russe qu'il avait acquise en 2014 au moment de l'annexion de la Crimée, puisque ce monsieur était originaire de là-bas. Sinon, toujours en région, dans la République des Komis, au nord donc de la partie européenne de la Russie, le FSB a annoncé une enquête criminelle pour haute trahison visant M. Andreev, qui est un ancien responsable d'un média d'opposition et qui dirige un centre culturel indépendant à Syktyvkar. Sinon, le parquet général a placé l'université américaine de Yale sur la liste des organisations indésirables. Et un tribunal de la région de Vologda, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, a exigé, c'est assez intéressant, l'enlèvement du monument à Staline, qui avait été érigé dans la cour du musée local de la relégation politique. Le même tribunal a exigé le remboursement des sommes, on parle de plus de 100 000 euros, engagées par les autorités régionales, mais à noter que cette décision porte non pas sur la pertinence de l'érection de la statue, si j'ose dire, mais bien sur la procédure de son acquisition. Donc, c'est pas vraiment le fond, une remise en cause de ce néo-stalinisme rampant, mais plutôt, je vais dire, un défaut dans les circuits financiers. Euh, Évidemment, ce dont on parle le plus à Moscou, mais enfin, les avoués, c'est le suicide de Roman Starovoyt, hein, l'ancien ministre des Transports. On a évoqué son cas lors du précédent briefing. Cette affaire donc tragique stupéfait le microcosme politique moscovite. J'avais dit que le précédent incident de ce genre impliquant un ministre remontait au putsch de 1991. Ce qui est très frappant et ce qui interpelle les gens, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est l'attitude du pouvoir et notamment l'attitude de la présidence, puisque mardi matin, M. Peskov, qui est le porte-parole du Kremlin, disait que la formule perte de confiance n'était pas appliquée à ce cas-là. La perte de confiance, c'est quand il y a vraiment quelque chose de très grave, une incarcération. Bon. Donc, la tendance était plutôt à relativiser. Mais dans le même temps, le président russe n'a pas présenté ses condoléances. Il a même démenti, il a fait démentir aujourd'hui avoir fait déposer des fleurs. Mais dans le même temps, vous aviez aujourd'hui 9 ministres qui, à titre personnel, se sont rendus aux funérailles. Donc il y a le message n'est absolument pas clair. Comment le Kremlin se positionne par rapport à ça? Le Kremlin s'est certes dit choqué, mais d'un point de vue politique, ce n'est pas très clair. Ça dépend sans doute des suites judiciaires. Alors non pas vis-à-vis de M. Starovoyt, parce qu'il y aura extinction de l'action à son égard, mais des autres personnes impliquées dans ce dossier, apparemment liées à des détournements de fonds dans la région de Koursk où aucun ouvrage défensif ou presque n'avait été construit en dépit de versements de fonds fédéraux importants, manquements qui ont été rendus visibles par l'incursion de l'armée ukrainienne début août 2024. Voilà, Président, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci, c'était très complet et intéressant. Alors, on nous pose la question quand même parce que
La question du stalinisme a l'air de revenir un petit peu sur le devant de la scène. C'est assez curieux, non, cette motion, est-ce que c'est tactique? Est-ce que c'est fondamental? On comprend qu'ils peuvent, que le PC R peut y un peu surfer sur la vague de la nostalgie, mais est-ce que, à votre avis d'experts à tous les deux, est-ce que le stalinisme, ça représente quoi en Russie maintenant? Hormis la nostalgie de quelques vieillards, est-ce que c'est quelque chose qui est réellement important ou est-ce que c'est un épouvantail ou est-ce que c'est quelle est la place de tout ça? Alors, tu as parlé de nostalgie, ça devient franchement rare, hein, puisque Staline est mort en 53, mais il y a aussi l'amnésie. L'amnésie, parfois d'ailleurs encouragée ou organisée. Il y a des ambiguïtés, il y a des raccourcis, il y a de l'ignorance, tout simplement, hein, qui est peut-être plus entretenue ici qu'ailleurs, même si l'ignorance historique enfin, la Russie n'a pas le monopole, j'allais dire, de la dégradation de la connaissance de l'histoire, de sa propre histoire. Euh, les stalinistes purs et durs qui, en connaissance de cause, revendiquent, à mon avis, c'est très marginal, mais il y a une forme, encore une fois, d'idéalisation, en particulier dans les dossiers liés à la corruption. Voilà, ce passé est revisité, et on présente Staline en bon manager incorruptible. Bon. Et puis il y a l'autre volet, celui de la victoire lors de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, on attribue plus largement, bien au-delà du Parti communiste, beaucoup de Russes reconnaissent à Staline un rôle dans la victoire. Alors, bon, il y a évidemment d'autres lectures possibles, hein, notamment du début de la Deuxième Guerre mondiale, des difficultés de l'URSS. Certains disent que ça aurait pu se passer autrement si d'autres décisions avaient été prises par Staline avant la guerre et au début de la guerre, mais c'est un débat qui va bien au-delà de notre briefing. Mais oui, il y a une forme d'idéalisation dans des segments très particuliers et très minoritaires de la société russe. S'agissant de cette résolution, ce n'est pas très étonnant parce qu'en l'occurrence, le Parti communiste de la Fédération de Russie n'a jamais renié ce, ce pan-là de l'histoire du pays et se sent plutôt pousser des ailes pour faire avancer une forme de réhabilitation partielle, même si, encore une fois, rien n'est simple, parce que d'autres institutions parfaitement loyales vis-à-vis du pouvoir, comme l'Église, ne sont pas du tout sur cette ligne-là, s'agissant des répressions staliniennes. Ouais, c'est assez étonnant quand même. On a une autre question avant qu'on passe la parole à Igor. Ça concerne les prêts, enfin les taux d'intérêt. On nous demande est-ce qu'on va vers une bulle du marché immobilier et quid de tous les projets de construction neufs? L'une des raisons ayant conduit la Banque centrale à relever son taux directeur de façon très spectaculaire, c'est précisément d'empêcher la constitution d'une bulle immobilière. Faire en sorte que couper un petit peu voilà, le crédit pour que des personnes, des familles fragiles financièrement ne s'engagent pas dans des achats qui pourraient mettre en péril le secteur du BTP et le secteur bancaire, comme ça s'est vu par exemple aux États-Unis en 2008. Donc, ce volet-là a plutôt bien marché. C'est-à-dire, je l'ai dit, il y a pas une extinction, mais enfin moins 50% de prêts hypothécaires au cours des 12 derniers mois. Encore une fois, ça reste beaucoup. Le plus étonnant, c'est qu'il y en a encore autant. Euh, ce qui est des projets de construction de neuf, là, il y a un vrai problème, puisque beaucoup de promoteurs, à Moscou en particulier, mais pas seulement, sont en grande difficulté. Et les promoteurs et donc leurs sous-traitants qui construisent des immeubles, voilà, il y a de moins en moins de chantiers, de mise en chantier, tout simplement parce que ces sociétés ne parviennent plus à se financer à ces taux-là et ne trouvent plus de clients prêts à emprunter à 25%. Donc oui, là, il y a un problème. Ceci dit, on sait qu'en Russie, c'est cyclique, hein, un peu plus qu'ailleurs. Mais c'est cyclique, la construction. Donc, de la vie générale, les 18 prochains mois vont être très compliqués pour le secteur de la construction. Alors, de logement, parce qu'il y a d'autres secteurs qui continuent, les infrastructures financées par l'État en particulier, ça continue. Mais la construction de logements, effectivement, traverse une passe difficile. Et il faut s'attendre à ce que
il y a un lobby plutôt actif des représentants de ce secteur et de leur relais au sein du gouvernement qui était très puissant jusqu'il y a peu. On pense en particulier à des ministres comme Faizuline ou Rousnouline, euh, issus voilà, du Tatarstan, qui, avant cette décision de la Banque centrale et cette inflexion de la politique du crédit, avaient le vent en poupe et gagné leurs arbitrages. Donc aujourd'hui, encore une fois, une période très particulière, mais qui ne devrait pas durer éternellement. Merci beaucoup. Eh bien, Igor, on va te passer la parole. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur le front international? Merci, Président. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par la rencontre qui s'est tenue entre Sergei Lavrov et Marco Rubio tout à l'heure à Kuala Lumpur en marge du sommet de l'ASEAN, puisque les deux chefs de la diplomatie, russe et américain, se sont entretenus en un peu moins d'une heure, environ 50 minutes, pour aborder le sujet de l'Ukraine, mais aussi parler de l'Iran, et de la Syrie. Je rappelle que la Syrie avait déjà été un sujet évoqué par les deux présidents russes et américains lors de leur entretien téléphonique de la semaine dernière. Et j'en profite pour faire une petite pub et vous renvoyer à mon blog qui sera consacré à la Syrie, qui sera publié prochainement sur le site de l'Observatoire, très certainement demain, et où justement je reviens sur la présence russe en Syrie depuis la chute de Bachar el-Assad. Alors, bon, sur l'Iran, c'est une proposition qui a été reformulée remise sur la table par Sergei Lavrov récemment, à savoir celle, bien que la Russie récupère les fameux 400 kilos d'uranium enrichi au-delà, pour des fins militaires en réalité, hein. 400 kilos dont on ne sait pas trop où ils se trouvent, mais où ils sont a priori en Iran, que la Russie les récupère, les retraite, qu'elle ensuite subvienne aux besoins de l'Iran en matière d'uranium nécessaires pour des activités civiles. Donc on revient un petit peu sur des propositions qu'on avait pu entendre il y a une dizaine d'années dans le contexte de la négociation du JCPOA. Le gros sujet, c'était évidemment l'Ukraine. Je vous avais fait part lundi des dernières déclarations de Donald Trump, qui est mécontent de l'attitude du Kremlin. Depuis, il y a encore eu d'autres déclarations, puisque le chef de la Maison-Blanche a expliqué que les entretiens avec Vladimir Poutine n'allaient nulle part, que le président russe disait n'importe quoi. Alors il emploie le terme bullshit, hein, mais qu'il dit n'importe quoi et que donc il était mécontent de son attitude. Conséquence, eh bien, la Maison Blanche a annoncé la reprise de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Reprise de l'aide militaire à l'Ukraine. Alors, pour l'instant, concrètement, ça serait traduit par la reprise des livraisons d'obus, notamment pour l'artillerie sur le champ de bataille, mais également de quelques missiles longue portée pour les systèmes HIMARS. Ceci étant dit, le principal défi, j'en avais déjà parlé, c'est la défense antiaérienne. Et là, il est question de batteries patriotes et Donald Trump a annoncé de façon un petit peu, comment dirais-je, en fanfaronnant, qu'il y aurait une dizaine de batteries patriotes qui seraient livrées à l'Ukraine, sauf que il faut toujours lire la petite astérisque qu'elle renvoie en bas de la page. Les Américains sont prêts à engager une batterie patriote, le restant, les autres, devant être fournis par les alliés européens. Ça a été redit par Marco Rubio tout à l'heure à la sortie de son entretien avec Sergei Lavrov, puisqu'il a reparlé de l'aide militaire à l'Ukraine. Il a reparlé dans ce contexte-là des batteries patriotes, en évoquant lors des questions-réponses avec la presse le fait que beaucoup d'alliés des États-Unis à travers le monde, en Europe, mais pas seulement, disposent de ces systèmes et que donc les Américains allaient se tourner vers eux pour leur demander de transférer ces systèmes vers l'Ukraine. Donc, on avait évoqué cette histoire de pause, c'est la semaine dernière. Combien de temps ça durerait? Ça a duré donc quelques jours, comme les précédentes, au final. Ceci étant dit, cette reprise ne règle en rien les problèmes que que j'évoquais la semaine dernière, à savoir ceux de la production et des stocks stratégiques et des stocks de munitions et de missiles que le Pentagone considère comme étant étant trop bas de manière critique, et de la production de ces missiles, à la fois pour Israël, mais aussi pour l'Ukraine. Donc, livrer 10 batteries patriotes, évidemment, c'est important, surtout si ça aboutit, c'est substantiel, mais les alimenter ensuite en intercepteurs et en missiles, c'est une autre paire de manches.
Parallèlement donc à cela, toujours pour continuer sur le retournement plutôt plus tactique que stratégique hein, du président américain, eh bien, Donald Trump s'est emparé du sujet des nouvelles sanctions contre la Russie en expliquant qu'il n'excluait pas de l'adoption de ce paquet de sanctions promu par le sénateur Graham, on en avait parlé là aussi, mais sous réserve qu'il ait le dernier mot, à savoir qu'il puisse les lever exclusivement lui-même et sans passer par le Congrès, c'est-à-dire qu'il ait vraiment la main sur ces sanctions et qu'il ne puisse pas être corseté par le Congrès, comme ça avait été le cas notamment lors du premier mandat, où il se retrouvait contraint de signer des sanctions, des papiers, d'ailleurs pas spécifiquement sur la Russie, hein, sur d'autres sujets, dont il n'était lui-même pas spécialement partisan. Autre nouvelle qui nous vient de Chine, mais toujours sur l'Ukraine, puisque il y a eu une rencontre entre le chef de la diplomatie chinoise la semaine dernière, M. Wang Yi, et la chef de la diplomatie européenne, Mme Kaja Kallas, à l'occasion de laquelle le diplomate chinois aurait fait comprendre à Mme Kallas qu'il était hors de question pour la Chine que la Russie subisse une défaite en Ukraine, puisque cela signifierait que les États-Unis pourraient rebasculer toutes leurs ressources et se focaliser sur la Chine, ce qui évidemment n'est pas souhaitable par Pékin, et que donc à ce titre-là, pour les Chinois, il ne fallait pas que la Russie bien, subisse de revers en Ukraine. Bon, c'est un calcul, une analyse que beaucoup de monde avait fait avant que ça soit explicité de la sorte et de manière aussi crue et de manière aussi franche par le diplomate chinois, Madame Kallas. C'est des propos qui ont été rapportés par le South China Morning Post donc la semaine dernière et donc qui confirme des analyses qu'on avait pu lire déjà depuis 2 ans hein, sur le positionnement de la Chine à l'égard du conflit en Ukraine et ce que Pékin aurait à gagner ou à perdre dans les scénarios de victoire, de défaite de la Russie. Pour continuer sur Bruxelles et sur l'Europe, deux petites nouvelles. Alors d'abord, Bruxelles anticipe un déficit budgétaire de l'Ukraine l'an prochain qui se rapprocherait de 20 milliards de dollars et donc commence déjà à chercher de l'argent pour combler ces 20 milliards de dollars, enfin ces 19 milliards précisément à ce stade. Plusieurs pistes sont envisagées. Le programme d'aide du G7, hein, j'en avais parlé aussi, je ne reviens pas dessus, de 50 milliards hein, qui pourrait être sollicité, ou bien puiser dans les bénéfices qui proviennent des actifs russes bloqués en Europe et qui sont déjà taxés, enfin pris, qu'on puisse déjà dedans pour financer l'aide militaire à l'Ukraine notamment. Et deuxième nouvelle, ça nous ramène à la problématique des céréales et de l'agriculture, puisque l'Union européenne a décidé de réduire drastiquement, jusqu'à 80%, le volume des importations de blé et de sucre d'Ukraine en raison de la grogne des agriculteurs européens, compte tenu bien, de la différence de prix entre le blé ukrainien, le sucre ukrainien, qui rentre dans l'Union européenne. Souvenez-vous, j'avais parlé des mouvements de colère en Pologne, en Roumanie et ailleurs face à ce blé ukrainien qui était importé, alors qu'il n'est soumis à aucune, comment dirais-je, enfin, qui est compris comme une concurrence déloyale, hein, au final, parce qu'évidemment, les agriculteurs ukrainiens ne sont pas soumis aux mêmes règles, aux mêmes restrictions que les agriculteurs européens. Je vais terminer avec la visite d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni, une visite longue, hein, 3 jours. Et au premier jour de sa visite, lorsqu'il a donc rencontré le roi d'Angleterre, eh bien, Emmanuel Macron a déclaré que la coalition des volontaires montre que les Européens n'abandonneront jamais l'Ukraine, d'une part, et il a rencontré ensuite Keir Starmer, hein, le chef du gouvernement britannique, qui traverse une période politique difficile en ce moment, visiblement, et des accords ont été signés entre Paris et Londres concernant la dissuasion nucléaire, notamment avec la notion de menace extrême auxquelles pourraient faire face les Français et les Britanniques dans le contexte européen, qui pourrait les conduire à coordonner leurs réponses, pas nécessairement nucléaires, mais à coordonner leurs réponses pour faire face donc à cette menace extrême. Voilà, je m'arrête là, Président, pour l'actualité de ces derniers jours. Merci beaucoup. Ben, on n'a pas beaucoup plus de questions, donc on va pouvoir finir ici ce dernier briefing avant l'été. C'est l'occasion pour moi de remercier nos deux experts de leur présence permanente, de leurs analyses toujours percutantes, fouillées. Un merci à leurs équipes
qui travaille beaucoup justement pour collecter toutes les informations, pour produire toutes ces lettres différentes d'informations que vous pouvez recevoir par différents canaux. Les équipes de la Chambre également, qui permettent la bonne tenue technique de ces briefings, et puis les services communication qui, à peine quelques minutes après la fin des briefings, mettent en ligne sur YouTube avec comment ça s'appelle, euh, le découpage des informations. Donc j'admire toujours ce travail rapide et je les en félicite. Et merci surtout à vous tous, auditeurs, d'être toujours aussi fidèles, toujours aussi nombreux à nous rejoindre, à nous écouter. Donc, on vous donne rendez-vous le 1er septembre. Donc, en bons élèves, on compte sur vous pour la rentrée. Il y aura juste un petit changement cette année, c'est qu'on commencera nos briefings à 17h heure de Moscou et non plus 17h30. Vous serez de toute façon tenu au courant par les canaux habituels, notamment Telegram. Si jamais au cours de l'été, des événements devaient se produire d'une importance telle qu'il y ait besoin de vous en informer et de commenter, bien entendu, nos deux experts trouveront un moyen de se mettre en ligne et de commenter tout ça. Il me reste à vous souhaiter à tous un excellent été, un bon repos. On souhaite se retrouver en septembre avec des cieux plus sereins. Voilà, et comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.